Alors bonsoir, je m'appelle Axel Catlan, je travaille chez Talend à Nantes, qui a ouvert donc une antenne il n'y a pas très longtemps. On recrute des gens, donc si vous voyez des gens avec des beaux t-shirts bleus comme le mien, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Je suis développeur front-end donc chez Talend, et donc du coup on s'intéresse un petit peu à toutes les technologies qui pourraient améliorer notre quotidien. Et du coup ce soir je vous présente Helm en format court. Helm, qu'est-ce que c'est le langage Helm? C'est un langage qui a été créé pour faciliter le développement d'applications web, donc dans le navigateur. Pour cela, ce langage compile vers JavaScript, c'est le langage universel de nos navigateurs. Et il a été créé par Evan Saplicki en 2012, c'est très récent. Malgré tout, il y a eu 17 versions qui ont été créées, on peut voir donc le petit 0.17, donc ça, on ne peut pas considérer non plus que ce soit quelque chose encore très stable et que c'est quelque chose qui va encore beaucoup évoluer. Mais malgré tout, ils ont créé, donc les développeurs de ce langage, une fondation en fait, pour soutenir le développement de ce langage dans un cadre un petit peu cohérent, obtenir des financements et en fait, tout simplement pouvoir parler de Helm. Helm, quels sont ses 4 piliers? En fait, le principal, qui va être le fil rouge en fait, de cette présentation, c'est l'absence d'erreur à l'exécution. C'est une promesse. D'excellente performance, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. On fait des applications de plus en plus complexes dans nos navigateurs. Une interopérabilité avec JavaScript, bon, ça compile en JavaScript, ça devrait aller. Et quelque chose de sympa aussi, le respect des versions sémantiques, quelque chose, quand on utilise des packages NPM, on peut avoir des petits soucis avec. Là, vous dites, mais pas d'erreur à l'exécution? Comment ça? Ben oui, parce que le but de Helm, c'est effectivement de ne pas avoir d'erreur à l'exécution. C'est pas sûr à 100%, parce qu'aucun programme ne peut se targuer de ne pas avoir de bugs. Helm y compris, mais le but c'est que vous n'en ayez pas. Helm d'ailleurs est utilisé par une société en Californie qui s'appelle Neuredding, qui a recruté le créateur de Helm pour qu'il continue à faire son travail sur ce langage. Et ils ont à peu près 50 000 lignes de code, ce qui est un projet à peu près de taille raisonnable. Et depuis un an, ils ont eu 0 erreur d'exécution sur les navigateurs des clients. Donc Helm, ce n'est pas un superset de JavaScript, c'est pas comme TypeScript, où ils ont pris le langage JavaScript et ils se sont dit on va rajouter des petits éléments dessus pour le rendre plus sympa, et puis de plus en plus, et maintenant c'est devenu un langage assez complet, mais compatible dans ses fonctions les plus basiques avec JavaScript. Helm propose un typage statique. Vous pouvez redéfinir un type sur une variable à la volée. C'est quelque chose de dangereux, donc on ne le fait pas. Toutes les variables que vous utiliserez dans Helm sont immutables. Les fonctions sont pures, sans état. Il n'y a pas de nul, pas d'undefine, pas d'objet. Et on a des outils pour créer des types comme on veut. Donc un langage typé, vous avez des int, des floats, des strings, des chars, des choses qui ne sont pas forcément présentes en JavaScript, et des fois qui sont utiles quand on travaille dans du finance, des choses comme ça, d'avoir des types un peu plus précis que juste un float, c'est utile. Des listes, des tuples, des records. Un boolean qui est d'un type true ou false, on verra, c'est intéressant tout à l'heure parce que boolean c'est une combinaison de types. Et on peut en créer plein. Et une variable ne peut voir son type de redéfini, ce que j'ai dit juste avant. Toutes les variables que vous allez définir dans Helm sont immutables. Qu'est-ce que c'est l'immutabilité? Vous affectez à une variable une valeur. Cette valeur est définie, on ne peut plus la modifier. Si vous voulez transformer cette variable en quelque chose d'autre, donc vous avez un tableau avec des éléments dedans, vous voulez en rajouter un, en retirer un, vous allez créer une nouvelle variable contenant ce tableau. Et toutes les valeurs donc, dans Helm sont immuables. Les fonctions sont pures. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction pure? En fait, le résultat d'un appel de fonction, en fait, d'une fonction pure, ne dépendra que des paramètres qui lui sont passés. Dans JavaScript, une fonction peut avoir accès au scope d'un parent, des variables décrites d'un parent. C'est un peu le cas d'une closure. Une closure, c'est une fonction qui renvoie une fonction, et cette fonction renvoyée a accès à des informations contenues dans celle qu'on a appelée pour la créer. Ça peut être un peu dangereux, effectivement, parce que c'est des effets de bord. Quand on lit une fonction, on voit ses paramètres en entrée, on sait qu'il y a un traitement et un résultat qui ne dépend que de ça. C'est très facile à comprendre. Quand on utilise des lectures d'état ouverts, par exemple Windows dans le navigateur, ça peut être beaucoup plus compliqué à savoir qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que ma variable se transforme de cette façon? Pourquoi mon résultat ressemble à ça? J'ai pas passé... Voilà. Et, chose très intéressante, toutes les fonctions dans Helm peuvent être partiellement appliquées. Qu'est-ce que c'est la partial application? Vous avez peut-être entendu parler sous le nom de querying. Querying, c'est appliquer cette possibilité à une fonction classique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pouvez, sur une fonction qui attend plusieurs paramètres, ne l'en passer qu'une partie. Et cette fonction, du coup, au lieu de vous retourner vos résultats ou vous dire bah non, ça ne va pas, j'en attends plus, elle va retourner une nouvelle fonction qui attend les derniers éléments.
Donc ça peut être intéressant pour configurer une fonction un petit peu compliquée qui attend beaucoup de paramètres, etc., de faire les choses au fur et à mesure. Il n'y a pas d'objet dans Helm. Pas d'objet au sens classique. Par exemple, en Java, vous avez des classes. Ces classes peuvent porter des propriétés et des fonctions qui sont rattachées à l'instance de cette classe. Et ces fonctions peuvent accéder aux infos portées par l'instance de cette classe. Et ça viole le fait que les fonctions dans Helm doivent être pures. À la place, on a des records. Les records, c'est des ensembles de données, en fait. Donc pas d'accès à this-self. Type alias, c'est les union types. On verra un petit exemple tout à l'heure. Je vous montrerai un bout de code, parce que c'est quand même plus intéressant. Les types alias, en fait, ça vous permet de déclarer de nouveaux types à tout moment. C'est-à-dire, en fait, dans Helm, ils se sont dit un type, c'est pas forcément une construction très complexe, etc. Ça peut être juste définir un type. Je dis, par exemple, je crée true, et rien d'autre. Ça ne porte pas de valeur en soi, mais à part le fait que ce soit un type, et on peut tester contre ces types, c'est intéressant. En règle générale, d'ailleurs, si vous voyez un morceau de code dans Helm et que vous voyez un nom d'élément et que ça commence par une majuscule, c'est un type. Et on peut créer des ensembles de types, parce que c'est bien, ma fonction, elle accepte un paramètre qui est très simple, très défini, mais j'aimerais que celle-ci puisse être capable de traiter plusieurs cas qu'on puisse lui passer, et du coup, vous pouvez créer des unions de types. I call it my $1 billion mistake. It was the invention of a null reference in 1965. Tony Hoare. Donc ça, c'est le monsieur qui a inventé le pointeur nul, donc les fameux null pointer exception qu'on connaît en Java ou dans d'autres langages. Des erreurs nil, pareil, ou des undefined. Tout simplement, quand vous accédez, vous avez décrit en fait, que le fait que vous allez avoir une variable, mais vous n'avez rien mis dedans, et puis vous la passez à une fonction, celle-ci, elle attendait un integer, par exemple, pour faire une opération dessus, et pas de chance, vous avez passé un nul, et on ne peut rien faire avec. On ne peut pas appeler une méthode dessus, etc. C'est juste une variable non affectée, quoi. Et ça, c'est un gros souci parce que la plupart des IDE ne vont pas pouvoir forcément vous pointer le fait que là, ce que vous avez fait, c'est dangereux. Là, vous avez appelé une fonction, vous avez passé nul. Voilà, on ne peut rien faire. Voilà, c'est quelque chose de pas cool, quoi. À la place, ils ont une construction qu'ils proposent qui s'appelle maybe A. Ici, on a un petit exemple. Ça peut être de type nothing ou alors just A, qui porte la valeur. Et c'est très important, ces notions de type, parce que le compilateur, plus tard, va vous obliger à respecter, suivant vos déclarations de type, des phases, un petit peu comme les optionales en Java, où là, attention, si on accepte le fait que ce soit une valeur qui soit un maybe, vous allez devoir traiter et mettre en place le code défensif simple pour gérer ce cas-là. Et si jamais vous avez dit non, j'atteins un integer, on ne pourra même pas vous passer nul, ça ne compilera pas. Donc vous n'aurez pas à gérer le cas où on passe un nul alors que j'en veux vraiment pas. Et le code défensif, c'est chiant parce qu'il faut l'écrire, et puis il faut le tester. Ça prend du temps. Et votre meilleur assistant dans Helm, ça va être le compilateur. Parce que le compilateur, c'est lui qui, à chaque fois qu'en fait vous allez écrire du code, va vous dire attention, lui il est valide ou il n'est pas valide. Et je vais vous interdire, je ne te le compilerai pas tant qu'il n'est pas valide. Donc ce compilateur, il va essayer de vous fournir les messages d'erreur les plus clairs possibles. Sur un langage en fait aussi exigeant à sa compilation, si vous avez tout le temps des messages d'erreur qui sont incompréhensibles, vous allez pas avancer, vous allez laisser tomber, quoi. C'est pas très intéressant. Donc ces messages d'erreur sont très clairs. La qualité de code est vérifiée à la compilation. Beaucoup d'erreurs qu'on peut éviter, généralement, ne sont pas bloquées à la compilation du langage, mais on va utiliser un linter qui va vous dire non, c'est pas juste en fait un linter pour vous dire vous avez utilisé 4 espaces alors que ma règle d'indentation c'est 8. Non, ça peut être aussi attention, là vous allez utiliser une variable que vous n'avez pas déclarée avant, ce genre de choses. Le compilateur est multithreadé. Il va être très sollicité, ce compilateur, donc c'est important qu'il soit rapide. Donc il est multithreadé de base, donc plus vous avez une machine puissante avec nombre cœur, ça va aller vite. Et le package, le compilé qui va être généré, je ne sais pas si vous utilisez des choses comme Webpack, etc. Vous allez utiliser, importer des librairies, vous n'allez utiliser qu'une partie des éléments de cette librairie. C'est encore que très récent qu'il y ait des compilateurs qui vous proposent de dropper en fait, ces éléments dont vous n'avez pas besoin. Et du coup, ils se retrouvent en production, et dans le cadre d'une page web, c'est des choses que le client va devoir télécharger. Sur un téléphone mobile, c'est pas cool. Donc le package est automatiquement optimisé. Des petits exemples en fait, de messages d'erreur. Donc là, en fait, on a une liste tout à la fin, on y a passé des éléments HTML, Alice et Bob, et on va essayer d'y passer une string en plus à cette liste. Les listes dans Helm, d'ailleurs, ne peuvent contenir qu'un seul type à la fois. Le compilateur, il va vous le dire, le troisième élément de votre liste, là, il n'est pas bon, c'est une string, et il va vous donner un maximum d'informations pour repérer où se trouve votre erreur, la ligne de code, l'endroit précis, et qu'est-ce qu'il pense qui sera mieux. Ça, on peut le voir sur l'erreur suivante. Vous allez faire une petite fonction, vous allez faire un map sur une liste. Pas de chance, vous avez fait une typo, vous avez fait un map
On ne fait pas de sieste sur une liste. Donc, le compilateur, il va un petit peu regarder, bon, il utilise list, etc. Il va proposer les fonctions qui, elles, existent vraiment et qui peuvent éventuellement répondre à ce que vous avez marqué. Donc, il va regarder nap, ça ressemble à map, nap, ça ressemble à any parce qu'il y a un n, ce genre de choses. Il va vous proposer des solutions. Il ne va pas vous laisser tout seul. Et un autre élément, ici, on a une personne, on va essayer de terminer cette personne à un âge supérieur à 50. Pas de chance, vous passez une personne qui n'a pas un record dans lequel un âge n'a pas été décrit, il va vous le dire, il va vous expliquer, il va vous montrer votre objet tel qu'il est, il va vous dire là ça ne va pas. Donc le compilateur est vraiment, vraiment très sympa. Dans le langage, ce qui vient avec le langage, quand vous installez le langage, il y a un package manager qui vient aussi avec. C'est un ensemble complet. Ce package manager, c'est vraiment le garant de vos dépendances. Ce n'est pas comme NPM qui va juste vous télécharger des dépendances, il va essayer de résoudre ça au mieux. Ça va un petit peu plus loin. Donc il permet effectivement de définir, télécharger et publier de nouvelles bibliothèques. Et il va générer pour vous le numéro de version. Le numéro de version, c'est quelque chose d'assez important en fait, sur un package, parce que quand vous allez le récupérer, au fur et à mesure qu'il va évoluer, ça va vous dire « attention, il y a eu un correctif, attention, il y a eu un ajout de nouvelles API » ou « attention, j'ai cassé des choses ». Et ça, en JavaScript, généralement, c'est le développeur qui va publier le package, qui va dire je vais choisir le numéro de version. Et des fois, un fixe, ça se transforme en breaking change. On n'a pas bien analysé le problème et on pose des problèmes aux utilisateurs de nos librairies. Et ça arrive très souvent en JavaScript, on utilise NPM, on met à jour une librairie, et puis boum, ça explose alors qu'on c'était une version mineure. Sachant que d'ailleurs, en NPM, on peut publier deux versions différentes de la librairie sous le même numéro. Ça peut poser des soucis. Et surtout, il n'y a pas de JavaScript dans une librairie Helm, parce que le JavaScript peut planter. Helm, le compilateur, ne peut pas garantir que si vous embarquez du JavaScript dans un package Helm, ça ne va pas arriver. Donc c'est refusé. À partir du moment où vous utilisez Helm et le package manager, vous avez des packages qui ne sont pas censés planter. Derrière tout ça, lorsque le langage a été lancé, le contributeur principal à la création du langage s'est aperçu que quasiment tous les développeurs qui utilisaient Helm adoptaient plus ou moins les mêmes méthodologies pour créer les applications web. Et du coup, ils ont créé un package et puis une définition de ce qu'était la Helm architecture. Si vous avez fait un petit peu de Redux et que vous avez lu les docs de Redux, le créateur de Redux, avoue, s'est inspiré beaucoup de cette architecture. Donc, quand vous utilisez le langage, vous pouvez utiliser un package officiel qui est géré par la fondation Helm, qui s'appelle HTML Package, et qui vous fournit tous les éléments pour construire une application web. La vue, le modèle, la mise à jour du modèle. Et il va permettre d'attacher tous ces éléments et de les faire communiquer ensemble pour créer une application qui fonctionne. La vue, elle est intéressante en fait parce que le rendu de composants, il passe par un concept qui s'appelle le virtual DOM. Ceux qui ont déjà fait du React connaissent un peu. Qu'est-ce qui se passe généralement dans une application traditionnelle? L'application va aller tripoter le DOM et puis elle va faire des modifications les unes après les autres, c'est-à-dire l'utilisateur a cliqué et on va peut-être avoir 4, 5, 6, 7 accès parfois concurrents en fait, au DOM pour faire des petites modifications par-ci par-là. Le but du virtual DOM, c'est tout simplement que ce soit un objet très simple en fait, qui va récupérer ces modifications, les analyser à la fin et créer un seul diff pour faire une seule opération sur le DOM, parce que l'accès au DOM, c'est lent. Quand vous modifiez le DOM, vous pouvez trigger, par exemple, des changements de layout, donc le navigateur est obligé de recalculer, des repaint, etc. C'est coûteux. Là, c'est prévu dedans. C'est pour ça que ça a des bonnes performances dès le départ. Le modèle, du coup, c'est l'état de votre application. Ça peut être tout simplement, imaginez ça comme une base de données, et de votre modèle, en fait, va dépendre le rendu de l'application. Et là, tout de suite, on voit une petite différence, par exemple, avec des choses comme React, où il y a une notion de composant. Qu'est-ce qu'un composant? Un composant, en React, par exemple, c'est quelque chose qui va recevoir des informations de l'extérieur, mais qui va aussi entretenir un état intérieur. Et on a vu que dans Helm, les fonctions n'avaient pas le droit d'avoir d'état embarqué. Ça n'existe pas. Donc du coup, vous ne vous posez pas de questions. L'état est dans votre modèle. Du modèle dépend le rendu de votre application. Vous n'allez pas vous dire, peut-être que là, j'ai envie de mettre un petit bout d'état. Non, il n'y a pas le choix. Et la mise à jour du modèle, c'est ce qu'on appelle dans Redux les réduceurs. C'est une fonction qui va prendre le modèle et des instructions et qui va prendre l'ancien modèle et le transformer en un nouveau modèle. Le modèle est immutable. On verra plus tard, c'est intéressant. Je vais vous faire une toute petite démo. Alors c'est très très simple comme démo. Je vais agrandir un petit peu le code, si ça veut bien. Allô? Hop. Alors ça veut pas, c'est embêtant. Je vais peut-être passer par autre chose. Je vais essayer ça. J'avais pas beaucoup de Wi-Fi, donc j'avais prévu de passer. Je vais passer par ça.
ces plus grandes bases. Alors, cette démo, si vous regardez le code, la syntaxe, effectivement, on s'aperçoit tout de suite que c'est très différent de JavaScript. Vous avez des imports, effectivement, de package. Vous pouvez récupérer différents éléments du package, ici, donc HTML, des boutons, des divs, texte. Et c'est là que c'est intéressant, on s'aperçoit div, c'est une fonction en fait, qu'on va récupérer qui va nous générer une div après. Et on va récupérer un modèle d'application. Le package HTML va vous fournir différents modèles d'application en fonction de la complexité de votre application. Si vous avez des besoins simples, comme ici, on peut créer un beginner programme. Ce beginner programme, du coup, c'est une fonction qui va attendre en paramètre un record, qui va contenir un modèle, une vue, qui est une fonction, et update, qui est une fonction aussi. Et là, on peut voir tout de suite une différence fondamentale. Update, je la déclaration de ma fonction, je n'ai pas de parenthèse, et je lui passe directement après ces paramètres, message et modèle. Donc ça, il faut faire attention, c'est un petit peu déroutant au début, vous n'avez pas de parenthèse pour dire ça, c'est ce que je vais passer à ma fonction. On voit ici la création de type. Ici, j'ai créé un type message, qui en fait déclare le fait que s'il va représenter l'ensemble de ce qui peut être un incrément ou un décrément. Et j'ai déclaré deux types, incrément, décrément, qui sont représentés par message. Tout simplement comme ça. Je n'ai pas rajouté d'éléments comme quoi je veux transporter des données, etc. C'est simple. Ici, j'ai une fonction d'update donc qui prend un message, un modèle. Ceux qui ont fait Redux retrouveront des similarités. Et je peux naviguer sur mon message, case off, et détecter si mon message est type incrément. Je les réutilise, c'est en majuscule, et faire une transformation du modèle. Ou décrémente, et faire une autre transformation du modèle. Là, tout de suite, on se rend compte que, tiens, c'est bizarre, le case, c'est un switch case, bon, j'ai bien reconnu le principe, mais il n'y a pas de return, je ne déclare pas de variable. En fait, il existe deux types de contrôle dans Helm, le case et le if, else, then. Et ces deux éléments, en fait, on peut presque les considérer comme des fonctions, ce sont des expressions qui vont vous renvoyer un résultat. Donc vous pouvez les réutiliser très facilement ailleurs. Et vous avez donc une fonction vue qui prend un modèle en paramètres. Et alors là, c'est très spécifique. Cette fonction, elle va appeler du coup une fonction qui s'appelle div, c'est pas évident à lire, qui va prendre deux paramètres, une première liste. La première liste, en fait, c'est des attributs ici, en fait, sur cette API-là, et une deuxième liste qui représente les enfants de cet élément HTML. Et ainsi de suite, vous allez décrire la façon dont se rend votre vue. Donc, dans les enfants, vous avez un bouton qui prend une première liste, qui va implémenter un attribut onClick, qui va déclencher l'envoi d'un message de type décrément. C'est le type qu'on a déclaré tout à l'heure. Et un enfant. Et ainsi de suite. Et du coup, on a une super liste, on a un super élément, et on peut augmenter ou diminuer un des nombres. C'est voilà, très passionnant. Et en fait, je vais vous montrer, c'est assez simple de rajouter un nouveau comportement à cette toute petite application. On va rajouter un comportement reset. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce comportement reset? C'est tout simplement, j'ai fait des petites modifications sur mon application et j'ai envie de revenir en cliquant sur un bouton, de revenir à 0. Donc je crée un nouveau type, reset, un nouveau type de message. Si je compile, on le voit tout de suite, on a de suite un message d'erreur qui va nous dire tu as fait un case sur message pour tester si en fait il est de sous-type incrément ou décrément, mais tu as oublié quelque chose. Tu as oublié de vérifier si en fait il n'en avait pas une autre valeur, parce que je le sais. Donc il va nous forcer à rajouter le case nécessaire pour que le modèle fonctionne. Donc on le rajoute. Si c'est de type reset, je renvoie quoi? 0, parce que mon modèle c'est un integer. Je compile. Tout va bien, ça ne plante pas. Mais je ne l'ai pas rattaché ma fonction. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va rajouter un nouveau enfant à cette div. On va rajouter un nouveau button. On va lui passer un premier paramètre. On va lui dire que sur onClick, s'il te plaît, émet un type reset. Et puis il va avoir un petit texte qui va dire c'est ce reset. Rewet. Bien. Je compile, et là il me dit, tu as fait une bêtise, tu as rajouté une virgule, ça c'est je vais expliquer après. J'ai encore oublié quelque chose, un crochet. Et j'ai une petite application, je peux reset, c'est fantastique.
Tout de suite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le langage effectivement est bien différent de JavaScript. Il va vous imposer une autre dynamique en fait quand vous allez développer. Des fois, on s'amuse, on fait un petit bout de code et puis on va tester vite fait si ça marche et puis tant pis si ça plante. Et ça plante un peu plus loin, ça me permet de tester un petit peu mon bout de code. Là, non, il faut vraiment pousser jusqu'au bout votre implémentation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous allez faire du refactoring, en JavaScript, c'est quelque chose d'assez compliqué, là, il n'y a pas de doute, le compilateur va vous aider jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez un programme qui ne plante pas. Alors, qui ne plante pas, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de bug dans votre application. Si vous faites, par exemple, une fonction de multiplication et qu'à la place, vous faites une division, ça, c'est un bug, vous n'avez pas respecté un contrat avec l'utilisateur ou avec la personne qui vous a demandé de faire le programme. Donc ça en comportera toujours. Il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Il y a beaucoup de choses à voir. Les infix opérators, donc par exemple, c'est plus. C'est une fonction qui permet une opérande avant sa déclaration et après. Mais ça, vous pouvez en redéfinir, il y en a plein, ils sont assez intéressants à la faire. Les structures de contrôle if case, let expression qui permet de créer des variables temporaires qui vont être détruites par la suite, ce qui est très intéressant parce que du coup, les fuites mémoire, de base, si vous faites du code normal, vous n'en aurez pas. De la gestion des modules, donc pour créer des packages. Les annotations, parce que là je n'ai pas indiqué que les types, on ne pouvait pas les changer, j'ai indiqué qu'on ne pouvait pas les changer, etc. Mais le compilateur est capable de le savoir en analysant votre programme, mais quand vous allez relire votre code, ce n'est pas forcément évident. Donc ça, il permet de créer des annotations de type. Ça, c'est un peu de documentation. Et si vous faites une erreur dessus, il vous le dira. Et l'interopérabilité avec JavaScript qui passe par un système de wrapper pour garantir que les choses vont fonctionner à peu près normalement. Il y a plein de projets, Helm tourne sur de l'assembly, de programmation N sur serveur, N natif qui utilise une partie de React Native, N pour faire de la 3D, c'est très actif à ce niveau-là. C'est pas mal utilisé pour faire des jeux vidéo dans le navigateur, enfin à son niveau, parce que N c'est pas très connu, c'est assez récent. Mais ça monte. Adobe a proposé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, a fait une recherche en fait, de personnel spécialisé dans le langage fonctionnel, dont Helm et Elixir. Donc ça prend tout doucement. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais juste savoir comment Helm gère les cas aux limites, type s'il y a une division par 0, comment il va pouvoir gérer ces erreurs sans... J'en ai aucune idée pour ce coup-là. Je ne sais pas, peut-être que le compilateur va te le dire. J'avoue, je n'ai pas testé ce cas-là. S'il y a des variables et qu'il y a une division par 0, comment il va gérer l'erreur? Ou si on atteint le max int ou... Là, je ne peux pas te dire. Là. Je ne sais pas, je n'ai pas testé ces cas-là, très honnêtement. J'ai joué un peu avec Helm, mais je n'ai pas encore fait d'application. Peut-être l'année prochaine, effectivement, dans le cadre de mon travail, j'ai peut-être porté quelques éléments sous Helm pour vraiment les tester dans des cas concrets. Pour la génération d'éléments du DOM, est-ce qu'on est obligé de faire des tableaux d'objets comme ce qui a été montré ou il y a un mécanisme un peu plus proche du HTML comme le JSX ou le templating à la Angular? Non, là ça se passe que par des tableaux d'objets en fait. C'est les paramètres que tu passes, ça a cette forme-là. Si tu remarques, effectivement, c'est pas très lisible si tu as l'habitude du JSX ou du HTML. L'avantage malgré tout, c'est que ça présente une structure. Mais oui, c'est pas très évident. Et du coup, il y a un formalisme avec les virgules qui sont placées non pas à la fin des lignes, mais au début des nouvelles lignes, pour permettre justement de mieux repérer ce qui se passe. Mais oui, c'est pas évident au début quand justement on a fait pas mal de React ou d'autres langages de template. Ok, merci. Plus de questions, on dirait. Ah. Est-ce que tu préconiserais l'utilisation de Helm dans une application en production? Alors, je ne peux pas vous conseiller de faire toute votre application en production avec Helm, parce que vous allez avoir du mal à trouver des gens qui sont prêts à se lancer dedans. C'est vraiment une toute autre syntaxe. C'est beaucoup plus de limitations que dans JavaScript, sur certains aspects du langage. Mais par contre, testez-le. Je pense que ça peut être intéressant, parce que effectivement, ça ne plante pas, ce n'est pas prévu. Et vous pourrez apprendre des choses. Et comme c'est interopérable avec JavaScript, il y a des articles sur leur site qui expliquent justement bien comment créer par exemple un composant React, comment intégrer vos petits bouts de code Helm dans une application existante. Donc partir bien en tête là-dessus, peut-être pas, mais pour se familiariser, voir si ça vous intéresse, essayez. Je crois que c'est bon, il n'y a plus de... Ah si.
Oui, ma question est, est-ce que le risque, c'est pas d'avoir des sources très dépendantes de la version du compilateur? Alors, est-ce qu'on a la compatibilité ascendante sur les montées de version du compilateur? Effectivement, sur les montées de version de compilateur, il y en a une récemment où ils ont changé un petit peu le système de fonctionnement en fait, de Signal, parce qu'en fait, si vous faites un programme pur, ça ne marche pas, il ne fait rien. Du coup, il a besoin en fait, de réagir au stimuli extérieur. Donc, ils avaient tout un système qu'ils avaient mis en place, ils se sont aperçus qu'il était compliqué, ils l'ont refondu. Donc, effectivement, le code source, à ce moment-là, peut ne plus être compris par le compilateur, la nouvelle version. Et du coup, alors il me semble qu'ils font quelque chose un petit peu. Alors j'ai pas vécu cette période-là, mais ils font quelque chose un petit peu comme ce que fait React, c'est-à-dire qu'ils déprécient, ils mettent des messages d'alerte, ils vous permettent de compiler, mais ils vous alertent, ils vous expliquent ce que vous devez faire pour migrer votre code. Et le risque aussi, c'est peut-être d'être limité par l'avancée du compilateur qui certainement offre moins de possibilités que d'être en pur JavaScript. Alors, moi, personnellement, regardant le langage Helm, même s'il y a des limitations, je les vois plutôt comme des bonus, parce que ça oblige à penser d'une autre façon. D'ailleurs, ça m'a fait penser à mon code JavaScript actuel d'une autre façon. Et je n'ai pas vu quelque chose dans Helm qui m'empêcherait de faire mon travail actuel, qui est de faire des applications JS dans le navigateur sans souci, quoi. C'est juste notre façon de penser. Ces limitations sont là pour vous protéger, en fait, plus que pour vous limiter dans votre création. Ok, merci. J'entends pas de la... Oui, j'avais juste une petite question. Est-ce que le compilateur est multiplateforme? Alors, il existe sur macOS, Windows et Linux, et du coup, c'est un installeur. Ça vient avec donc, le compilateur, Helm-Make. Ça vient avec Helm Reactor, qui est quelque chose qui permet de naviguer automatiquement dans votre code source via le navigateur et de compiler à la volée vos modules, de chercher les modules, etc. C'est un petit peu le Webpack Dev Server de Helm, donc ça vient tout seul. Là, ils l'ont retiré par la version actuelle parce qu'ils ont fait beaucoup de write, mais ils vont le remettre. Vous avez le time traveling, si vous connaissez Redux, qui permet en fait, quand vous avez joué avec l'application, d'avoir modifié votre état central de l'application, de rejouer ça et de revenir en arrière et de voir comment s'appliquent vos fonctions à nouveau. Et ça vient aussi avec donc le Package Manager et un REPL. C'est un ensemble complet sur les 3 plateformes. Voilà, je crois que c'est bon, on me dit que c'est d'arrêter. Bon, bah écoutez. Je vous remercie et j'espère que ça a éveillé votre curiosité. Ça a été un peu court, mais voilà. Merci bien.